Salut sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi Netflix vous propose plutôt telle série, ou pourquoi les assistants vocaux vous répondent comme ça et pas autrement? Derrière ces questions, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle. Ils nous rendent service, mais ils ont un gros défaut, ils manquent de transparence. Autrement dit, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Bon, après, si c'est juste pour nous recommander des films ou des recettes de cuisine, c'est pas trop grave. Non, mais quand ces algorithmes interviennent sur des questions de santé, de justice ou d'autres domaines sensibles, là ça devient problématique. C'est pourquoi de plus en plus les scientifiques tentent de rendre les IA explicables auprès des utilisateurs. Et ce n'est pas une mince affaire, mais alors pourquoi le fonctionnement de l'IA est-il si mystérieux? Est-ce que toutes les IA sont explicables? Et concrètement, comment on fait? Vous verrez que pour expliquer l'IA, on utilise l'IA. Et toi Marine, t'as prévu quoi? Moi, je vais vous parler d'un algorithme qui confond les loups et les huskies. On va voir que l'explication de l'IA, ça permet d'en détecter les biais et de juger sa fiabilité. Eh bien c'est parti, on y va! Bonjour Louise Galarraga, bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes chercheur au centre INRIA de Rennes et vous serez notre guide tout au long de cette émission puisque vous travaillez sur l'explicabilité de l'IA. Est-ce que pour résumer, on peut dire que votre travail consiste à trouver la meilleure recette ou en tout cas la recette que suit une IA pour produire des résultats? Oui, je dirais que oui, parce que l'objectif de mon travail, c'est de rendre le système d'IA explicable. Donc, une explication, c'est une description de la relation entre les informations d'entrée que reçoit un système, les ingrédients, et puis sa sortie, sa réponse. Et est-ce que l'explicabilité de l'IA, c'est un domaine ou un champ à part entière dans l'intelligence artificielle? Je dirais que dans le domaine de l'IA, c'est un sous-domaine en soi, qui existe depuis très longtemps, en fait, depuis les années 90, mais qui a pris de l'ampleur plutôt récemment. Qu'est-ce qui a provoqué un peu justement ce déploiement? Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Un facteur notable, c'est la promulgation de la RGPD. Ouais, c'est ça qui a un peu boosté les choses et qui a forcé à apporter des explications. Qui en fait donne aux citoyens européens le droit en fait à recevoir des explications sur les traitements qui ont été faits sur leurs données personnelles, par exemple. Ça veut dire que ça se développe plus en Europe que dans le reste du monde ou pas? Je dirais que l'Europe a été d'une certaine manière porteuse de cette initiative, mais ceci dit, en fait, la recherche en explicabilité dans les autres parties du monde, comme les États-Unis, a bien développé aussi. Et alors pourquoi c'est si important d'apporter des explications sur le fonctionnement des IA? Qu'est-ce qui se joue derrière? Alors pour plusieurs raisons. Donc, on peut avoir des raisons techniques. Donc si on a un système d'IA très complexe et qui a des problèmes, qui fait des erreurs, donc via l'explicabilité, on peut comprendre pourquoi le système se trompe. Mais on peut avoir des raisons éthiques ou des raisons pour, par exemple, pouvoir générer de la confiance. Donc, si on fait une recommandation à une personne sans donner des explications, le fait de donner une explication, une justification de pourquoi on a donné cette réponse, ça peut rassurer la personne et du coup engendrer de la confiance dans le système. Alors depuis le début, on parle d'intelligence artificielle. C'est un terme qui est devenu courant dans le langage commun, à tel point que finalement on finit par l'utiliser un peu à tort et à travers. Alors on a voulu vérifier si les gens connaissent vraiment la signification qu'il y a derrière le terme intelligence artificielle. C'est notre mot mystère. Oui, je sais ce que c'est. Bon, c'est comment l'informatique prend des décisions à notre place, non? Je sais, c'est quelque chose d'informatique qui est très très poussé. C'est la mise en œuvre de moyens technologiques pour essayer de reproduire le raisonnement humain. C'est une assistance pour rédiger, une assistance pour dessiner, c'est une assistance pour décider. C'est tout ce qui est du coup ChatGPT, vu qu'on en parle récemment, Siri aussi d'ailleurs avec les iPhones, et donc c'est ce qui accompagne l'homme et donne des réponses à tout. Mais je crois que le premier, ça a été MySyn. Comment ça marche concrètement? Non, c'est à l'intérieur des ordinateurs et des receveurs, comme on dit, les serveurs, ouais. Moi je connais les réseaux de neurones convolutifs, c'est une forme d'intelligence artificielle et où ça copie le fonctionnement des neurones mais de façon informatique. Moi je pense que ça utilise toutes les données possibles et imaginables
pour donner des réponses les plus fiables et les plus concrètes possibles, quoi. Alors ils ont plutôt une bonne idée de ce qu'est l'IA, mais dès qu'on aborde un peu le fonctionnement, là ça devient plus flou. Alors si on reprend les bases, finalement, l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que des algorithmes informatiques en fait. On peut dire ça, ce sont des algorithmes qui essayent de reproduire des comportements que nous les humains considérons intelligents. Ok, donc le but c'est d'assister, il y a quelqu'un qui dit assister, d'apporter des décisions. Prendre toutes les décisions même. Ouais. Les décisions, ouais. Oui, dans cet esprit, en fait, un agent IA en fait, prend les informations qui sont peut-être volumineuses et en fait, essaye de justement extraire ce qui est le plus important pour aider aux humains dans la prise de décision. Et si on soulève un peu le capot de la machine, derrière, c'est quoi? C'est des lignes de code, en fait. Hein. L'IA, c'est pas... On utilise le terme intelligent, mais il n'y a rien d'intelligent, vraiment. Enfin, je veux dire, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas le sens des données qu'elle traite. Non, c'est ça. Un agent IA, enfin, c'est un algorithme qu'après, on peut développer de plusieurs manières. Et bon, notamment, il y a le machine learning qui est maintenant très central dans la technologie actuelle, qui est justement apprendre ces algorithmes à partir des données, des grands volumes de données. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple peut-être des radiographies qui sont analysées, qui sont des systèmes d'IA qui fonctionnent bien aujourd'hui? On a des systèmes d'IA très développés qui analysent des radiographies de patients, par exemple. Oui. Donc, ils ont été entraînés, c'est ça, sur plein d'images? C'est ça. Donc, en gros, on a eu plein d'images des patients pour lesquels on connaît s'ils ont développé une maladie, par exemple un cancer. Et puis, on donne toutes ces données à la machine. Et puis, elle va apprendre à distinguer en fonction des caractéristiques des images quelles sont les images où on a effectivement un cancer ou pas. C'est elle qui définit ses propres règles pour savoir si on va amener vers tel ou tel Exactement. résultat. Tels qu'ils sont, les algorithmes sont entraînés aujourd'hui, en fait, on entraîne l'algorithme pour que la différence entre la vérité que nous on connaît déjà et la prédiction soit la plus petite possible. Et donc, dans cet univers de possibles façons de faire, donc la machine, elle va trouver la façon de justement minimiser cette différence, on peut dire. Oui, pour que quand on lui donne un cas qu'elle va prédire, ce soit le plus proche possible. Le plus proche possible de la réalité. Alors, je reviens sur le micro-trottoir. Quelqu'un a parlé de neurones convolutifs. Alors, c'est un terme un peu complexe. Est-ce que ça fait partie de l'apprentissage automatique du machine learning? Oui. Alors, dans le machine learning, il y a plusieurs techniques d'apprentissage. Et une de ces techniques qui, bon, aujourd'hui, est assez populaire parce que derrière les technologies les plus connues d'aujourd'hui, ce sont les réseaux de neurones. Donc, c'est une façon, on peut dire une méthode de machine learning. Et là, c'est plus complexe encore comme fonctionnement? On a du mal à se rendre compte de... Voilà, le terme est compliqué pour nous, mais est-ce que le fonctionnement est compliqué? Alors, le fonctionnement est compliqué. Donc, on parle souvent de deep learning et apprentissage profond en français. Et en fait, l'idée, c'est qu'en assemblant une grande quantité de ces neurones-là, que ce sont des petites fonctions, en fait, un neurone, ce ne sont pas de vrais neurones. Voilà, c'est un petit, qui rassemble un peu, ça a été inspiré un peu de la structure du cerveau. Ce sont des petits blocs qui prennent des informations en entrée et donnent une sortie. Mais en assemblant tous ces petits neurones en grande quantité, donc on assemble beaucoup de neurones, on fait des couches, donc en fait, on structure les neurones un après les autres. Donc la sortie d'un neurone devient l'entrée d'un autre et ainsi de suite, c'est ça? En assemblant les neurones d'une certaine manière, on peut arriver en fait à résoudre des tâches vraiment très compliquées. Et le fait qu'il y a beaucoup de neurones qui sont structurés de façon complexe, ça rend le système à la fin très, très complexe. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a besoin d'explicabilité, c'est la nature des modèles ou des façons de faire de l'IA? C'est tout à fait. Et donc on résout des tâches de plus en plus compliquées qui ont besoin de modèles plus complexes. Et donc il y a un moment où en fait on peut plus savoir exactement ce que le modèle il a appris. Oui, parce que c'est fou quand même. On se dit que finalement c'est des algorithmes qui sont codés, qui sont fabriqués entre guillemets par les humains. Et on a du mal à comprendre que du coup on n'arrive pas à les expliquer. C'est parce que justement il y a aussi beaucoup de, comme vous disiez, de couches, de données, et qu'au bout d'un moment ça devient plus du tout perceptible pour nous. C'est parce que ça vient de la façon dans laquelle on entraîne ces modèles, c'est-à-dire qu'on les entraîne pour justement faire que leurs prédictions rassemblent le plus la vérité terrain. Et c'est tout. Donc en fait, après l'algorithme d'apprentissage, il va trouver une représentation qui fait le travail. Mais
comprendre qu'est-ce que cette représentation Sur veut quels dire, critères il s'est sur quels appuyé. critères s'appuyer. C'est justement le but de l'explicabilité. Il y a quelqu'un qui parlait de ChatGPT, par exemple. Ça fait partie d'algorithmes très complexes ou... Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ChatGPT, en fait, on peut dire les noyaux, c'est un modèle de langage. Et la technologie derrière les modèles de langage, ce sont des transformers, qui sont une architecture des réseaux de neurones. Ok. Très complexe. Très bien. Bon, je vous propose de découvrir un peu plus concrètement comment on peut rendre les IA explicables. Place aux sciences en action avec Lorraine. Alors, on a parlé de ces algorithmes, on ne comprend pas vraiment comment ils sont arrivés à trouver des résultats. Il y a une expression qui commence à être connue un peu dans le langage courant, c'est l'effet boîte noire. C'est essentiellement des algorithmes de deep learning, d'apprentissage profond, dont vous avez parlé. Oui. Il y en a d'autres. Bon, il existe d'autres, notamment on peut parler des forêts aléatoires, par exemple des random forest, ou les méthodes de gradient boosting, je ne sais pas comment le dire en français. En tout cas, il a des autres méthodes. Il y en a plein d'autres en fait, on entend parler toujours de réseaux de neurones. C'est quoi, c'est des architectures différentes en fait? On peut dire que ce sont des modèles. Alors, on parle toujours d'un modèle IA, comme je disais, c'est une fonction mathématique. En gros, elle prend des entrées et donne une sortie. Et en fait, ça peut combiner ces entrées de façon différente. Donc, en fait, les forêts aléatoires ou les méthodes à base de gradient boosting. C'est juste d'autres façons d'aller associer. Une façon de combiner ces données d'entrée. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le cœur de la machine qui reste complètement obscur, opaque pour nous. En tout cas, on a l'entrée, on a les sorties, mais on ne sait pas ce qui se passe au milieu. Ouais, voilà. En tout cas, les méthodes que j'ai évoquées, Random Forest Gradient Boosting, sont aussi normalement considérées comme des méthodes de boîte noire. Alors, j'ai lu qu'il y avait un peu deux approches différentes pour expliquer ces boîtes noires. Il y a une qui est dite générale et une qui est dite locale. Alors, si on prend la première, la générale, c'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est d'avoir une espèce de résumé de la logique du système, mais un résumé général, qui s'applique les grandes règles, les grandes règles, la ligne de conduite du modèle. Ça, c'est facile, ça marche bien? Oui et non, en fait, ça dépend de l'application. En général, si on veut prendre cette explication pour, par exemple, remplacer un peu le modèle, non, ça ne marche pas normalement parce que justement, on a un modèle qui est très complexe, qu'après on essaie d'exprimer avec un ensemble avec un système plus simple. Ça ne marche pas, normalement. Mais ça peut nous donner une idée de comment le système marche, de toute façon. C'est une première approximation. C'est une première approximation, on pourrait dire. Et ce qui est plus courant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les explications locales, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver quelle est la logique que l'algorithme a utilisée pour prédire un cas particulier. Par exemple, dans les cas du prêt bancaire, les profils d'un applicant. Par exemple. D'un acheteur, ça veut dire, je sais pas, moi par exemple, ça va être donc une femme de 27 ans qui est en CDI et... C'est ça. Ça va être l'information d'entrée au système. Et puis l'explication va nous dire, admettons qu'il a eu une réponse, admettons que le prêt a été refusé. Et donc une explication va me dire en fait comment est-ce que ces facteurs qui ont été donnés en entrée, ils ont contribué à cette réponse-là. Donc c'est pas pour expliquer tout le système, c'est pour expliquer comment il a pris cette décision en particulier. Pour une personne en particulier, ou pour un type de personne en particulier. Et ça peut être aussi, ça peut être très local, donc appliqué à une instance, mais ça peut être aussi appliqué à un groupe de profils qui sont très, très similaires. Donc par exemple, toutes les femmes de 27 ans oui, c'est ça. En CDI. Donc, en gros, dans ce spectrum global local, on peut avoir des choses au milieu aussi. Ok. Et alors, comment on va faire concrètement pour réussir à trouver comment notre algorithme il a pris sa décision, enfin, sur quoi comment on découvre justement sur quoi il s'est appuyé? L'idée, c'est essayer d'approximer ce modèle très, très complexe avec une boîte blanche
Mais du coup, pas pour très peu de gens, quoi. Pas dans tout l'univers des cas. Pas toutes les données qu'elle pourrait traiter. Exactement. C'est sur un ensemble réduit de données, notamment incluant l'exemple qui nous intéresse. Mais quand vous dites on rajoute des couches, en fait, c'est qu'on applique un autre algorithme finalement au premier, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. On fait tout à fait. Alors, finalement, on n'a jamais une idée une explication qui donne l'ensemble du fonctionnement de l'algorithme en entier. En fait, c'est possible. Je pourrais, par exemple, me dire que je vais apprendre des explications locales, par exemple, pour plusieurs instances, pour plusieurs cas. Ça veut dire, dans le cas du pré-bancaire, on va prendre les femmes de 27 ans en CDI, on va prendre les hommes de 45 ans qui demandent 300 000 €, on va prendre... Exactement. Et après, on va essayer d'une certaine manière de fusionner ces explications locales pour avoir une vue d'ensemble aussi. Donc ça, c'est possible, ça on peut faire aussi. Je me demandais comment vous pouvez vous dire qu'à un moment donné, vous êtes satisfait de l'explication que vous apportez. Qu'est-ce qui vous fait dire que là, on a une explication qui est fiable et qui est fidèle au fonctionnement de l'algorithme? En gros, une façon de faire, c'est justement de prendre cette explication et puis essayer de l'appliquer à des cas qui sont similaires et voir si effectivement l'explication elle est en accord avec la réponse donnée par la boîte noire. Donc il a cette notion de fidélité. Donc je veux que mon explication, en fait, elle explique, elle soit fidèle, elle s'adhère à la boîte noire qu'elle essaye d'expliquer. Ok, très bien. Bon, on comprend que c'est très complexe et il y a encore d'autres approches, je crois, qu'on pourrait détailler ici. Est-ce que, finalement, ce ne serait pas plus simple de juste se passer des boîtes noires et d'avoir que plein de systèmes d'IA boîte blanche et on ne pourrait pas carrément les remplacer, ces IA qui sont inexplicables, enfin, en tout cas, difficilement explicables. Elles sont explicables, puisque vous le faites, mais difficilement. C'est une bonne question. Alors, c'est une question qu'on doit se poser à chaque fois qu'on veut résoudre un problème avec des systèmes IA. Donc, si on peut résoudre le problème avec des modèles boîte blanche, il faut y aller parce qu'ils ont l'avantage d'être interprétables. Donc, on peut toujours justifier et savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Malheureusement, il y a des tâches qui sont tellement complexes où on a besoin justement de cette fonction, d'assembler des fonctions mathématiques très complexes pour résoudre la tâche. Elle est simplement trop compliquée. Et dans ces cas-là, on n'a pas le choix. On va utiliser des modèles boîte noire. Et si on veut extraire des connaissances à partir de ces modèles, on déploie des couches d'explicabilité. Ok, d'accord. Alors, rien à voir, mais Louis, est-ce que vous savez faire la différence entre un husky et un loup? Alors, je connais pas beaucoup sur des chiens. Je pense que je pourrais, mais... Ok, bon, on vous testera. Je vous pose cette question en fait parce que Marine va nous expliquer comment une IA se débrouille pour le faire et vous allez voir, ça réserve quelques surprises. C'est le coup d'œil de Marine. On entend beaucoup parler de l'IA comme une technologie extraordinairement intelligente et qui s'améliore très rapidement. Et c'est vrai que ça a l'air presque magique parfois. Moi, ça m'arrive de parler à mon téléphone, j'ai l'impression qu'il comprend tout ce que je lui dis. Par contre, parfois, je lui demande le temps qu'il fait et il appelle ma mère. Là, c'est sûr que c'est moins impressionnant. Mais s'il arrive à me répondre correctement la plupart du temps, c'est parce que c'est pas parce qu'il me comprend vraiment, mais on l'a dit, il a été entraîné sur un grand volume de données et il a associé certains mots-clés, par exemple, ou certaines phrases à des requêtes bien précises. Donc c'est pas magique alors. Non, c'est pas magique et en fin de compte, c'est très facile de pousser l'IA à se tromper. Il suffit que les données de départ sur lesquelles on entraîne un algorithme soient fausses ou biaisées. Et par exemple, dans une étude de 2016, 3 chercheurs expliquent qu'ils ont volontairement mal entraîné un algorithme de classification. Donc un algorithme de classification, ça porte bien son nom, c'est un algorithme qui doit classer des éléments dans différentes catégories. Et là, en l'occurrence, il devait dire si l'image qu'on lui présentait était un husky ou un loup, d'où la question de Jean. Qu'est-ce que tu veux dire par « ils l'ont mal entraîné » ? Eh bien justement, pour entraîner l'algorithme à faire la différence entre les huskies et les loups, ils ont utilisé des données biaisées. Alors, ils lui ont montré des images de loups et de huskies, jusque-là rien de bizarre, mais le problème, c'est que toutes les photos de loups avaient un paysage enneigé en fond, alors qu'il n'y avait pas de neige dans les photos de huskies. Alors forcément, quand on lui montrait une photo avec de la neige, l'algorithme la classait dans la catégorie loup, même si c'était une photo de husky, et inversement.
Ok, mais du coup, en fait, si on l'entraîne mal, du coup, elle fait des erreurs. Donc, à quoi ça sert de faire ça, en fait? C'est seulement la première partie de l'expérience. Après avoir conçu ce système défaillant, ils lui ont fait faire 10 prédictions, dont 2 étaient fausses, c'est-à-dire que l'algorithme a confondu 2 fois les huskies et les loups. Et ensuite, ils ont montré ces prédictions à 27 personnes. Et ces personnes devaient dire si elles pensaient que l'algorithme était fiable ou non. Évidemment, elles ne savaient pas que l'algorithme était biaisé. Elles n'ont pas eu accès aux données d'entraînement. Et résultat, sur les 27, 10 ont déclaré qu'elles faisaient confiance à l'algorithme malgré les erreurs. Sauf qu'après ça, grâce à un algorithme d'explication, les chercheurs ont montré aux participants quelle partie de l'image était vraiment analysée par l'algorithme pour classifier les 2 animaux. Et ça donnait quelque chose qui ressemble à ça. On va voir à l'écran. Ouais. Donc en clair, ils ne regardent pas du tout l'animal, ils regardent que la neige. Ils regardent que la neige. Et là, bizarrement, sur les 27 personnes, seules 3 personnes ont continué de faire confiance à l'algorithme après avoir vu ça. Quand même, oui. La morale de l'histoire, c'est que c'est pas forcément évident de détecter les failles, les biais d'un algorithme en se contentant de juste regarder ses prédictions. Alors, dans le cas de figure que je vous ai décrit, c'est complètement anodin. Mais si, par exemple, on parle d'un algorithme qui doit différencier les grains de beauté, par exemple, bénins des cancers de la peau, on a envie qu'il soit fiable. D'où l'intérêt des algorithmes d'explicabilité. On sait tous que l'IA a des biais, mais on a besoin d'outils pour savoir lesquels et pour pouvoir les rectifier ensuite. Bon bah voilà, Louis, en tout cas, pour distinguer un husky d'un loup, il ne faut pas regarder la neige, il faut regarder l'animal. Les biais dans les IA, c'est fréquent ou pas? Je dirais que oui. Ouais. Oui, parce que normalement, ces agents IA sont entraînés sur des gros volumes de données, mais souvent, ça peut être des données qui viennent du web. Ce sont des données d'accès public. Et bon, on sait que par exemple le web, c'est qu'un reflet de la société actuelle qui contient des biais. Donc en fait, ces biais se reproduisent dans les algorithmes. Est-ce que même les personnes qui programment les algorithmes peuvent mettre leurs propres biais dans des algorithmes? Oui, on peut avoir des biais, notamment quand on définit les catégories. Par exemple, si je mets en place un système de classification, déjà les classes dans lesquelles je veux distinguer sont définis au choix des architectes des systèmes qui pourraient avoir leur propre biais. Donc, on peut avoir des biais dans plusieurs parties du processus. Là, dans le cas qu'on a décrit, une fois qu'on a montré l'explication aux participants, ils faisaient beaucoup moins confiance à l'algorithme. Vous, votre objectif, c'est un peu l'inverse, c'est de dire en expliquant les algorithmes, on va augmenter la confiance des gens parce qu'il y a plus de transparence finalement, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ici, c'était un cas conçu justement pour motiver l'explicabilité. Mais en gros, quand on veut expliquer les fonctionnements d'un algorithme IA, la nature de cette explication dépend en fait de quel est le but, déjà qui est la personne qui va recevoir l'explication et pourquoi on a besoin d'une explication. Donc l'exemple que vous avez évoqué, ça pourrait être intéressant par exemple pour un architecte, un ingénieur qui par exemple met en place ou est en train de déployer le système et qui veut vérifier qu'en fait le système il classifie bien les choses pour les bonnes raisons. Donc ce type d'explication pourrait servir justement aux personnes qui ont un profil plus technique et qui veulent débugger le système. Mais on pourrait avoir des autres scénarios où en fait le système a été déjà déployé. Donc il a passé cette phase d'épuration et là, l'algorithme interagit avec les utilisateurs finaux. Et donc, on veut fournir ces explications plutôt pour générer la confiance. Très bien. Merci Marine, on va rester vigilants en tout cas. Maintenant qu'on comprend un peu mieux comment les IA fonctionnent, il faut transmettre l'explication aux utilisateurs. Et ça, c'est une autre paire de manches. Pour commencer, à qui on s'adresse? Comment présenter les explications et quel est l'impact sur la confiance des usagers? Louis, vous avez cherché à répondre à toutes ces questions avec notre prochain invité. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Christine Largouette. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sciences en question. Vous êtes enseignante-chercheuse en informatique à l'Institut Agro Rennes-Angers. Et je crois que vous vous connaissez bien tous les deux puisque vous travaillez ensemble dans la même équipe INRIA, c'est ça? Tout à fait. On travaille dans l'équipe LACODAM, donc, qui s'intéresse à explorer les larges volumes de données. Et on a encadré ensemble un doctorant qui a soutenu en décembre dernier. Très bien, alors on va en parler. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble sur l'explicabilité de l'IA? Disons que ça fait 3-4 ans, à peu près. Ok.
Alors, donc, je le disais, comprendre le fonctionnement des IA, c'est une chose, mais le transmettre aux utilisateurs, c'en est une autre. Déjà, à qui s'adressent les explications que vous cherchez à produire ? Alors les explications, elles peuvent s'adresser soit à des utilisateurs experts, par exemple dans le domaine de l'IA médicale, ça peut être des médecins, des radiologues, soit ça peut être des utilisateurs lambda, ce qu'on appelle des utilisateurs lambda, c'est-à-dire monsieur tout le monde. Voilà. Alors, vous le disiez, vous avez encadré donc un doctorant dont une partie de sa thèse portait sur ça, sur comment on peut transmettre l'explication au grand public, aux utilisateurs. À quoi il s'est intéressé en s'adressant aux utilisateurs, aux usagers ? En fait, on est parti du constat avec ce doctorant que l'explicabilité, c'était pour des utilisateurs, des personnes ordinaires, mais qui avaient très peu de recherches qui s'étaient intéressées à, mais finalement, qu'est-ce que ces utilisateurs pensent de ce qu'on produit pour eux? Est-ce qu'ils apprécient ces explications? Est-ce qu'ils les comprennent? Et finalement, qu'est-ce qu'ils en retirent? Donc à partir de là, on a mené ce qu'on appelle des user studies, donc c'est des études utilisateurs. On a interrogé des gens, on leur a proposé différents types d'explications. Et on a recueilli leurs ressentis sur est-ce qu'ils comprenaient mieux l'algorithme, sa manière de fonctionner, et est-ce que finalement ils avaient beaucoup plus confiance en l'algorithme d'IA une fois qu'on leur avait expliqué le fonctionnement. D'accord, donc il va même jusqu'à étudier la confiance, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Donc pour faire ça, pour mener à bien sa mission, il s'est appuyé sur un algorithme en particulier. Il a pris un exemple, un algorithme test, on va dire. C'est un algorithme qui fait quoi ? Alors en fait, il a utilisé différents types d'algorithmes de type boîte noire. Ouais. Et il a utilisé des jeux de données qu'on appelle des jeux de données de test, qu'on utilise actuellement, pour essayer de prédire la probabilité qu'une personne devienne obèse en fonction de ses caractéristiques, on va dire. Par exemple, son historique familial. Son alimentation, est-ce qu'il prend des produits caloriques ou pas, son activité physique, le fait de rester longtemps ou pas devant l'ordinateur, bien sûr, sa taille, etc. Donc voilà, et à partir de là, il a proposé, l'algorithme d'explicabilité a proposé différents types d'explications, des explications à base de règles, donc un raisonnement commun. Alors on va le montrer, on a une image pour appuyer ce que vous allez nous expliquer. On va voir, donc il a proposé 3 explications différentes, c'est ça ? Très bien. Donc c'est ce qu'on voit à l'horizontale en fait. Voilà, donc il a proposé 3 types d'explications différentes et 2 modes de représentation. Un mode de représentation graphique, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche, et un mode de représentation textuelle, donc en mode texte 2 formes différentes habituelles, voilà, sur la partie droite. Et donc les différents types d'explications, la première partie, c'est des poids. En fonction de quels critères on va mettre un plus grand poids ou un plus grand coefficient. Donc, quels sont les critères qui ont le plus d'importance sur la prédiction? Par exemple, sur la génétique, on pourrait dire on va accorder plus d'importance sur cet aspect-là, sur ce critère. Il y a aussi une polarité, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui contribuent positivement au risque d'obésité et d'autres qui contribuent de façon négative. Okay. Et pour les autres, par exemple, sur le rule-based, c'est en anglais. Donc là, c'est en fait, basé sur des règles. C'est des explications à base de règles. Donc là, si la personne, par exemple, consomme beaucoup d'alimentation très calorique, son risque d'être en surpoids est plus important. Les facteurs génétiques également peuvent rentrer en ligne de compte. Donc c'est des règles de type si tel critère est vérifié, alors la conséquence est la suivante. Très bien. Et donc il a soumis ça aux usagers. Donc il a soumis ces trois explications. Et donc les usagers avaient face à eux quoi? Une explication, et pour chaque explication, 2 représentations différentes, et il devait choisir si finalement cette explication était convaincante ou pas convaincante. Si jamais l'utilisateur s'était trompé dans la prédiction, une fois que l'algorithme d'intelligence artificielle lui donnait sa réponse, est-ce qu'il était convaincu de la réponse apportée par l'algorithme d'intelligence artificielle? Et est-ce qu'il était lui-même, on va dire, est-ce que lui-même il allait changer cette prédiction par rapport à ce qu'il avait compris? C'est-à-dire, effectivement, dans un premier temps, on a quand même demandé à l'utilisateur de donner son avis avant de lui donner la réponse de l'IA?
Voilà, c'est ça. En fait, on a comparé la prédiction que donnerait un utilisateur sans avoir cette assistance. On lui a expliqué ce qu'avait prédit l'IA en lui montrant comment. Et à partir de là, on devait estimer si il était prêt à changer cette prédiction par rapport à cette assistance ou pas. J'imagine que c'est compliqué de se dire où est-ce qu'on met le curseur dans l'explication. Enfin, sur un phénomène comme l'obésité qui est vraiment très multifactoriel, on va avoir des facteurs, on a parlé génétiques, psychosociaux évidemment. Comment est-ce qu'on choisit si on donne que les 3 premières explications les plus importantes, enfin les 3 premiers critères les plus importants ou les 10 premiers critères les plus importants c'est difficile, j'imagine, de mettre le curseur. Ah bah oui, mais là, ça dépend. En fait, déjà, ça dépend du domaine, ça dépend du type d'utilisateur. Des fois, donner trop d'explications, c'est comme si on n'en donnait pas, parce que finalement, noyer sous les explications, c'est pas expliquer non plus. Ça c'est un enjeu, c'est un défi dans l'explication, de savoir qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on met dans l'explication. Voilà, et ça, c'est pour ça que ce domaine qui est lié à l'explicabilité, je pense qu'à un moment donné, il est aussi connexe avec les sciences cognitives, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on perçoit ces explications, c'est un peu de la pédagogie aussi. Alors finalement, si on regarde un peu les résultats de cette enquête, qu'est-ce qu'on observe est-ce qu'il y a une explication qui est préférée chez les utilisateurs ? Pour le cas de cette prédiction du risque d'être en surpoids, les utilisateurs ont bien aimé les explications à base de règles. Okay. Je pense que c'est globalement, c'est ce qu'on avait vu aussi dans la littérature, c'est le type d'explication qu'aiment bien les utilisateurs ou les personnes, parce que c'est un mode de raisonnement qu'on a toujours appliqué et par lequel on a appris aussi à l'école. On explique les choses par des règles dans le sens commun. Donc finalement, quand on cherche à nous expliquer des modes de fonctionnement, les règles sont comprises assez naturellement par la majorité de la population. C'est une logique avec laquelle on est familière, donc voilà, on a plutôt tendance à l'apprécier. Et sur la forme, est-ce qu'on préfère plutôt le texte ou le graphique alors ? Alors sur cet exemple, c'est la représentation graphique qui a été préférée, ce qui nous a un petit peu surpris. Ouais. Pourquoi ? Comme quoi moi, parce que moi, je conduis des autres études, un peu de cette nature, et dans des autres cas d'utilisation, on avait trouvé en fait que les utilisateurs préféraient les explications textuelles, trouvaient ça plus naturel. Mais ici, nous, on a une hypothèse avec Christine. Vous voulez nous la partager ? C'est du fait que quand une explication est donnée de façon visuelle, ça donne l'impression qu'il a eu plus de travail derrière, que c'est plus sérieux. Le graphique, ça fait scientifique. Exactement. Voilà. Et donc, on pense que ça c'est la raison. Mais je pense qu'il faudra encore approfondir. Et comment ces résultats-là pourraient aider par la suite, ou guider en tout cas la manière d'apporter des explications ? Déjà, sur quoi ça fait réfléchir ? Disons que ces explications, ça permet quand même déjà dans un premier temps d'occulter un peu ce côté boîte noire des systèmes à base d'IA. Ça permet aussi, donc si on s'adresse à des développeurs ou à des experts, de détecter aussi des erreurs qui pourrait y avoir dans ces algorithmes. Il ne faut pas oublier qu'ils apprennent à partir d'une quantité de données qu'on ne peut pas toujours vérifier. Et finalement, il peut y avoir des comportements un petit peu déviants, on va dire, qui ont été appris. Et les explications, c'est un moyen de mettre en lumière peut-être des dysfonctionnements. Donc aussi corriger l'algorithme d'apprentissage. Vous pensez, comme Lorraine l'a dit tout à l'heure avec les assistants vocaux, qu'à l'avenir, on pourra, chaque algorithme d'intelligence artificielle qui sortira sur le marché sera accompagné d'une explication ? C'est une bonne question. Je dirais que les explications deviennent cruciales dans des domaines, dans certains domaines, je ne dirais pas tous les domaines. Alors si je pense par exemple à l'assistante vocale qui me recommande des chansons ou des contenus à regarder, peut-être que je n'aurais pas besoin tout le temps d'avoir une explication de pourquoi il m'a recommandé quelque chose. Je pourrais avoir ce désir. Pas très important. Là. Ouais, voilà. Peut-être que je pourrais avoir ce désir à un instant donné, mais pas tout le temps. Mais si par contre il y a un système IA qui
je ne sais pas, prédit du cancer à partir des images. J'aimerais avoir des bonnes raisons, une bonne justification avant de commencer un traitement, par exemple. Oui, il y a des domaines prioritaires par rapport à d'autres. En tout cas, on l'a vu, l'opacité des IA nous amène à nous questionner sur la confiance qu'on leur accorde. On a sondé le public en leur demandant si ils faisaient confiance à l'IA. Écoutez leur réponse. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Il y a toujours, pour moi, l'humain reste le seul décideur et en aucun cas je ne me fierai jusqu'au bout à la machine parce que derrière la machine, il y a des gens que je ne connais pas forcément, etc. Dans les faits, oui, bien sûr, j'ai fait faire une radio, elle était interprétée par IA, donc je me remets donc intellectuellement non, dans les faits, oui. C'est une réponse de Normand. J'avais utilisé ça, c'était pour une recherche dans le cadre de mes études. J'ai vérifié et effectivement, oui, il y avait une part de vérité et une autre part, voilà, c'est pas le mensonge, mais c'est pas vraiment ce que je recherchais, quoi. Enfin, en fait, c'était un mélange de plusieurs informations et c'était à moi, du coup, de trier ce que je devais prendre ou pas. Là, on fait aussi en fonction de qu'est-ce qu'ils utilisent comme base de données. Je crois qu'il y a des IA qui ont fait du deep learning et qui sont devenues racistes ou nazis parce qu'en fait, elles sont basées sur plein de commentaires sur Internet. Si votre médecin vous dit qu'il a utilisé de l'IA Oui. pour vous trouver le bon médicament, vous avez confiance? Oui, j'ai confiance. Je respecte. C'est la science. C'est comme l'informatique, comme tout, quoi. C'est très très poussé, c'est bien. Mais non, dans le domaine de la santé, là, non. L'IA surveillée par un humain, oui, je ferai confiance. Après, il faut voir, positionner le curseur de l'encadrement. Et tout est, à mon sens, l'enjeu est là. Est-ce que spontanément, il y a des témoignages qui vous font réagir? Il y en a un qui vous a fait, qui vous a fait tilter ou pas? Celui du domaine de la santé, je pense que c'est intéressant de voir que c'est un domaine tellement critique où on a vraiment envie d'être rassuré. Et je pense qu'avoir l'avis et l'intervention d'un être humain, ça rassure les gens. Et en tout cas, je pense que l'idée d'utiliser l'IA dans la santé, c'est vraiment assister les médecins. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir remplacer les médecins par des systèmes. Ça, on ne l'a pas gardé, mais quasiment toutes les personnes qu'on a interrogées nous ont tous dit moi, s'il y a un expert, je fais confiance, mais l'IA tout seul, jamais de la vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne attitude à avoir. Okay. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil qui nous offre quand même plein de possibilités. Mais derrière, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une vérification par un humain expert du domaine. Mais en même temps, s'il a pu gagner du temps grâce à l'IA et qu'il a pu, par exemple, dans le cas d'un médecin, traiter plus de patients dans sa journée, je pense que là, l'IA apporte du soutien. Après, il y a des IA qui sont aujourd'hui, on a parlé de ChatGPT, évidemment. Il y a une jeune fille qui nous dit qu'elle l'a testé pour dans le cadre de ses études, et elle se retrouve avec des résultats qui ne sont pas tout à fait justes. Il faut absolument garder ce regard critique. Bien sûr. Et alors, il y a un autre jeune homme qui nous parle des IA qui seraient devenus racistes en utilisant des commentaires sur Internet. Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on pourrait réussir à trouver ces billets-là? Alors, ça fait évidemment écho à la chronique de Marine, mais comment on peut s'en protéger? Sur ChatGPT, par exemple, comment on sait qu'elle est fiable et qu'elle n'est pas raciste, par exemple? Parce qu'on a moyen. En gros, pour savoir ça, il faut le tester. Malheureusement, ça m'évoque l'épisode de cette chatbot de Microsoft TIE. C'était un chatbot qui a été retiré très vite. C'était un chatbot sur Twitter, l'ancien Twitter, qui a été arrêté avant moins de 24 heures et qui tout d'un coup, est devenu très nazi. C'est vraiment arrivé. C'est des choses pas drôles. Et c'est un peu le reflet des données qui ont été utilisées pour entraîner ces chatbots. Merci. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, Christine, Louis, un peu comme vous faites avec les IA, Marine va retracer le chemin que vous avez emprunté et les décisions que vous avez prises pour en arriver jusqu'ici. C'est notre séquence en coulisses. Alors, on a l'habitude de commencer cette séquence par un petit challenge. Je vais vous laisser 30 secondes à chacun pour vous présenter. Un chrono va s'afficher à l'écran quand on lancera le défi. Louis, c'est vous qui passez le premier. Est-ce que vous êtes prêt ?
Oui. Ok, bah c'est parti alors, top. Alors, j'ai commencé ce chemin avec un parcours des études d'ingénieur en Équateur, à l'université ESPOL, qui ont été suivies par des études de master en sciences, en recherche, en informatique, à l'université de Saarbrücken en Allemagne, et qui ont fini par ma thèse à Télécom Polytech à Paris. Et voilà, après, j'étais recrutée en tant que chercheur à l'INRIA de Rennes. Bravo, pile poil. Christine, on enchaîne avec vous. C'est bon, vous êtes prête aussi? C'est parti. Ok, bah top chrono alors. Donc, en ce qui me concerne, après des études d'ingénieur, j'ai découvert le monde de la recherche en DEA. Ça s'appelle le Master 2 aujourd'hui. Et dès ce stage, je me suis dit que c'était vraiment ce métier que je voulais absolument faire. Donc, j'ai fait une thèse. Ensuite, j'ai été recrutée maître de conférence à l'Agro de Rennes. Quelques années plus tard, je suis partie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour faire prof. Et puis, me voilà de retour à Rennes depuis. Ah bah, défi relevé, c'est accepté, bravo. Voilà, tous les deux. Désolée. Mais vous avez encore plein de choses à raconter sur vos parcours. Louise, par exemple, vous ne l'avez pas dit dans votre présentation, mais quand vous étiez petit, vous vouliez devenir horloger. Oui. Et donc vous, en fait, pourquoi? quand j'étais petit, la raison, je ne sais pas. Je sais que mes premières mémoires de quand j'étais enfant, des choses que j'aimais, c'était vraiment un fétiche par les horloges. Soit les montres ou les horloges sur le mur. Et j'adorais les horloges au point que je voulais les démonter. Ils en avaient pas marre, vos parents, de vous voir démonter et casser toutes les horloges de la maison. Je pense qu'au bout d'un moment, ils sont finis par m'acheter des montres pas très chères pour que je puisse les démonter. Et à cette époque, bon, évidemment, vous ne faisiez pas encore de programmation. Non. C'est au collège que vous avez découvert les algorithmes? Oui, c'était au collège que j'ai découvert le cours d'informatique. Et bon, depuis, il y a un coup de foudre qui continue encore avec l'informatique. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans les algorithmes à cette époque-là? Bon, je pense que j'aimais bien ce côté logique. J'avoue, l'effet de pouvoir exprimer tout avec des formules, avec des règles bien précises, ça, je trouvais assez intéressant, en fait. Bien tout contrôler, tous les ouais, c'est ça. Ouais, j'aimais bien ça. J'avoue que quand j'ai découvert l'informatique, c'était vraiment un coup de foudre. Et en fait, aujourd'hui, vous faites comme avec les horloges, mais pour l'IA. Vous essayez de comprendre comment ça marche. Oui, c'est ça. Christine, pour vous, le plus important quand on fait de la recherche en informatique, c'est d'être créatif. Donc non, la créativité, c'est pas réservé à l'art, il y en a aussi en sciences. C'est un message important. Voilà. Oui, c'est un message important. Je pense que, en fait, quand on fait des études de sciences, donc on acquiert beaucoup de compétences et elles sont vraiment importantes. Ça, je pense qu'il ne faut pas non plus remplacer tout par des soft skills, mais vraiment les compétences scientifiques, à un moment donné, quand on va vers la recherche, il faut un petit peu s'en détacher pour essayer de trouver des nouvelles choses, forcément. Si on est trop ancré sur ce qui existe, eh ben on va rester trop, on va dire, collé à des schémas et on ne va pas être suffisamment créatif et comme ça, ça va nous empêcher. Il ne faut pas avoir de barrière, au contraire. Et vous parliez d'enseignement, c'est quelque chose que vous essayez de transmettre à vos élèves? Alors, oui, enfin, j'essaye déjà de leur transmettre la passion de l'informatique, pour commencer. Et puis, oui, après, dès qu'on a des étudiants de M2, on essaye de leur donner donc plus d'autonomie pour qu'ils cherchent par eux-mêmes. Et puis ensuite, on les encadre. C'est surtout lors d'encadrement en stage de Master 2, ce qu'on a fait avec Louis, et en thèse, que là, les capacités de recherche se dévoilent vraiment. Et justement, vous avez évoqué votre séjour, c'était pas un séjour touristique, mais vos années en Nouvelle-Calédonie. Donc vous y avez enseigné pendant 3 ans. Oui. Vous retenez quoi de cette expérience? Alors, j'ai beaucoup appris parce que finalement, on a l'impression que dans l'enseignement supérieur français, les élèves se ressemblent tous, mais en fait, non, pas du tout. Et en fait, en Nouvelle-Calédonie, c'est une population qui est très, très variée, avec des profils d'étudiants qui sont différents des écoles d'ingénieurs là où je travaillais.
Et en fait, un peu moins formaté peut-être. Un peu moins formaté, sortant pas de prépa. Et en fait, finalement, j'ai beaucoup appris à leur contact parce qu'il a fallu que je m'adapte, que je développe de nouvelles pédagogies. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant. Je ne regrette pas du tout cette expérience. Louis, vous aussi, vous faites de l'enseignement et vous avez déjà donc transmis des notions. Quand vous étiez étudiant à la fac, déjà, vous organisiez des ateliers pour apprendre à utiliser des logiciels libres. Vous avez créé une association, c'est ça? Oui, vous voulez nous en parler un peu? Oui, en fait, je me suis associé avec des collègues de ma génération et un professeur qui était plutôt fan du logiciel libre, en fait, de toute la mode open source. Et en fait, on a décidé de s'associer et déjà à acquérir des compétences nous-mêmes. Donc, en fait, j'ai installé du Linux sur mon ordinateur, à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il avait une nouvelle version, je l'installais. Et après, on a appris à se débrouiller avec Linux. Donc, en fait, à remplacer tous les outils qu'on avait l'habitude d'utiliser sur Windows sur Linux. Parce que Linux est un peu plus ouvert, on peut faire un peu plus ce qu'on peut. Oui, c'est un système d'exploitation, c'est open source, donc en fait, le code est ouvert et c'est aussi gratuit. Et en fait, une fois on a acquis ces compétences, on s'est dit, on va les partager avec les gens. Donc, on a commencé à organiser des fêtes d'installation, d'installation parties, où en fait, les gens allaient avec leur ordinateur et puis nous, on avait plusieurs variantes de Linux, plusieurs distributions, on dit. Et après, on les laissait choisir, qu'est-ce que vous voulez installer. Et nous, on les aidait, on suivait l'installation. Donc, on les apprenait à installer. Et on était là et on organisait des ateliers pour apprendre à utiliser les outils sur Linux. Et là, Cocoa, c'est le nom de l'association, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était le nom de l'association. Je suis un des fondateurs, donc c'était en 2006. Je me souviens que j'avais travaillé avec la leader, la prof, pour monter le site web. Donc c'était, parce que je n'avais jamais fait ça avant et du coup c'était un bon exercice. C'est un peu touche à tout. Ouais. J'ai cassé le serveur quand même. On a dû tout installer. Mais je me souviens bien les jours où on avait monté le site web et puis c'est là où ça a commencé parce qu'on pouvait publier des annonces, des choses et ça a bien marché et la communauté a grandi. On était 5 au début, plus notre prof guide. Et puis, on était une quinzaine quand j'ai quitté. Elle existe toujours? Et la communauté existe toujours. Ouais. Donc, en gros, si je résume, pour faire de la recherche en informatique, il faut aimer le fonctionnement, aimer comprendre le fonctionnement des choses. Il faut être créatif et puis il faut aussi aimer transmettre. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Tout à fait d'accord. Bien raison. Bon, avant de se quitter, vous allez nous faire quelques recommandations culturelles. C'est la reco des invités. Alors, Christine, votre recommandation, c'est le site web Interstice. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, c'est un site web qui est écrit par des informaticiens, je crois, et qui propose différents sujets de vulgarisation et qui est vraiment très très bien fait. C'est spécialisé en informatique, des articles de vulgarisation? Oui, c'est plutôt de l'informatique, il y a un petit peu de maths peut-être, et c'est vraiment bien fait, c'est pour des enfants, on va dire, à partir du lycée et puis après dans le supérieur et puis les parents bien sûr. Donc voilà, mais je dirais à partir de 15 ans quand même. Très bien, on ira jeter un coup d'œil. Pour vous, Louis, c'est un livre, alors c'est Contre-Atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford, oui. C'est ça? Oui, c'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Et qui en fait a un esprit un petit peu plus critique, donc en fait parle du prix de l'intelligence artificielle. Même si ce sont des technologies qui sont numériques, qui semblent dématérialisées, en fait, il y a derrière, il y a des infrastructures bien matérialisées qui permettent de faire tout ça. Et je pense qu'il y a plusieurs messages, mais un message que je retiens de ce livre, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème et qu'on a envie d'appliquer de l'intelligence artificielle, il faut vraiment se poser la question de si on a besoin. Parce que ça a un prix.
Ça a un prix au niveau des ressources, ça consomme de l'énergie et en fait ça a besoin de données et donc quand on cueille les données, il y a des enjeux éthiques aussi qu'il faut prendre en compte. Donc en fait à chaque fois qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle, il faut se poser la question de si vraiment on a besoin. Très bien, merci pour ces 2 recommandations. Merci aussi d'être venu sur le plateau de Science en question pour nous expliquer l'explicabilité finalement. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On arrive à la fin, on se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Ciao les sorciers!